tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et si je vous parle très doucement aujourd'hui, c'est parce qu'on a commencé un petit peu plus tôt l'émission et que mon fils dort dans la chambre du juste à côté. Donc je vais être toute intime dans vos oreilles et ça va faire presque de l'ASMR. Mais je suis là avec vous et avec Cédric Ingrand. Je suis Patrick Béja et Cédric se joint à nous pour discuter de 1000 choses intéressantes, comme par exemple le Oversight Board qui va rendre des avis sur les décisions de censure de Facebook. Je dis censure de manière un petit peu provocante exprès. Twitter va aussi labelliser certains tweets. Apple nous parle d'yeux, où on évoque les yeux en parlant d'Apple. Il y a plein d'autres choses, des nouveaux standards pour le NFC, des chiffres de Disney, des atermoiements de Elon Musk. Et donc, comme je le disais, Cédric va être là pour nous aider à décrypter tout ça. Comment ça va, Cédric ? Ça va très bien, je vais parler très doucement aussi, mais je sais pas pourquoi. Ça sert à quoi de s'expatrier, de partir au bout du monde, presque au-delà du cercle polaire, pour avoir une maison de la taille d'un manoir normand, si c'est pour avoir ton fils qui est de l'autre côté du mur. Et en plus, le mur est super fin, donc... Parce que c'est du bois, évidemment. Bah oui, et bien sûr, maison ils ont fait avec les matériaux qu'ils avaient sur place, je comprends. C'est ça, et le bois ne manque pas. Donc, écoute, au montage, on va monter le volume de mon son, donc ça fait vraiment... je vous parle au creux de l'oreille, et de l'autre côté, Cédric va parler normalement. Donc, ça va être un épisode un petit peu bizarre, peut-être. Si ça se trouve, en plein milieu, il va se réveiller, donc je pourrai parler normalement. Mais en fait, d'habitude, il dort toujours, enfin, depuis le début du confinement en tout cas, il dort toujours dans la pièce d'à côté, mais ces derniers jours, il s'est un petit peu réveillé un peu tôt. Et donc, j'essaye d'être un petit peu plus prudent. Je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Je ne vais pas dire, mais il est midi, il se réveille à quelle heure ton fils ? C'est sa sieste du matin. Ah bah oui. Ah oui. Ah d'accord, non, il se réveille pas de sa nuit, je veux dire. Ah bah non, quand même pas. Il n'est pas jet-lagué, donc tout va bien. Si tu veux, maintenant, on va faire 1 minute. Je rassure, tu es absolument inaccessible à la DAS, hein, c'est pas, tout va bien. On peut pas t'envoyer la patrouille. Ce qui se passe, Cédric, c'est que, comme tu le sais et comme les auditeurs le savent aussi, et comme tu l'as précisé, on est à l'autre bout du monde, on est presque au cercle polaire, j'exagère, mais à peine, on est au milieu de la forêt, et donc on vit à la campagne. Et à la campagne, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lèvent tôt pour aller cultiver les champs. Et donc, la crèche reçoit les enfants assez tôt et donc leur fait faire la sieste assez tôt. La sieste chez nous, c'est 11h30. Et donc, ils sont fatigués tôt le soir et donc, ils dorment tôt et donc... Il se réveille tôt. Exactement. Je connais cette arithmétique. Hein. J'ai fait 3 fois plus d'enfants que toi. Hein, oui, je sais. Et je suis toujours admiratif et éberlué que tu aies pris cette étrange décision. Mais cette décision est extrêmement charitable de ta part. Happy wife, happy life. Mais donc, il se réveille, oui, vers 6h30 généralement. Donc, à 11h30, il est déjà bien fatigué. Donc voilà. Ah ouais, je comprends. Voilà pour nos histoires et nos vies. Mais on peut faire des podcasts de papa, tu sais, il paraît que ça marche très bien. Il paraît, oui. En fait, j'ai même commencé à enregistrer avec lui des petits trucs où il chante la chanson de Totoro, tu vois, des trucs comme ça. Et ça s'appelle, c'est le podcast du petit. Donc, peut-être qu'un jour... Moi, j'ai commencé, mais sur un coup de tête un jour, parce que j'ai une fille qui maintenant a 6 ans depuis la semaine dernière, et qui adore le son de sa propre voix, un peu comme son papa. Et donc, on a enregistré des podcasts interviews, en gros, mais qu'évidemment je publie pas, où elle me raconte les films de Disney qu'elle voit, mais elle les raconte à sa façon. Donc et en gros on pourrait faire presque un podcast où c'est essayer de deviner le film. Mais tu sais que moi j'ai pensé à faire ça. Bon alors le mien il a 2 ans, hein, donc tu vois les discussions sont assez succinctes et pas très compréhensibles. Mais je me suis dit peut-être que je devrais faire un podcast avec mon fils, genre 1 fois par mois, pour voir comment ça évolue. Et tu vois, je sais pas si je publierai ça ou si je le garderai pour moi, mais au bout de 10 ans, ça serait hyper marrant, tu vois. Les premiers feraient 30 secondes. De la voix des enfants, c'est super. Oui, je crois. Bon, donc idée de podcast à tous ceux qui nous écoutent. Nous, on a peut-être un petit peu moins de temps, mais si vous voulez, faites-le vous et on viendra participer. Hein, voilà.
quelque chose comme ça. Avant de nous lancer dans les histoires de Facebook, je voudrais remercier ceux qui soutiennent l'émission, notamment Ronan LF, Nadbel, Dekbas, Arthur Guez, Vincent Thibault, Nicolas Rousseau, Tanguy, Gaston, c'est une manière d'écrire extrêmement originale, Thomas Lefort, Alexis Bridou et Stéphane Vulck. Merci à vous tous et en particulier à Gaston et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est évidemment le moyen de faire en sorte que l'émission existe et qu'on soit là dans vos oreilles pour vous résumer de manière simple toute l'actu tech de la semaine. Et on va commencer immédiatement avec Facebook qui a nommé les 20 premières personnes de son Oversight Board, qu'on pourrait traduire par comité de surveillance. Et ça a donné encore de nouvelles discussions sur le sujet. Alors, pour résumer très rapidement ce dont il s'agit d'un comité qui sera constitué à terme de 40 membres qui seront tournants, on va dire. Ils auront des mandats, tu me disais Cédric avant qu'on enregistre, tu me rappelais que c'était 3 ans. Et oui, si mes souvenirs sont bons, c'est 3 ans maximum. C'est ça. Et ils se diviseront en petits groupes pour prendre des décisions binding, qui veut dire contraignantes, sur des questions particulièrement difficiles sur le contenu auquel aura à répondre Facebook. C'est-à-dire que si Facebook décide qu'un contenu doit être supprimé de la plateforme et que la personne en question n'est pas d'accord, elle peut faire appel et au bout de l'appel, elle pourra être entendue, ou le cas pourra être entendu par ce comité de surveillance ou de décision et en fonction de la décision du comité, eh bien le contenu pourra être réinstitué ou non de ce qu'ils auront dit. Alors le comité est constitué et est complètement séparé de Facebook. Il est constitué d'académiciens, de légistes, de toutes sortes de spécialistes. Et on a vu fleurir un certain nombre d'articles qui ont reparlé du sujet. Je pense que c'est bon à évoquer rapidement parce que j'ai trouvé que certains articles étaient assez bien écrits, assez bien conçus, qui expliquaient le pourquoi du comment, les forces et les faiblesses du système. D'autres, par contre, je les ai trouvés un petit peu... C'est même pas une question d'être à charge, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tombés à côté du problème parce que ils parlaient de ce comité en disant que le comité n'allait pas résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec la mission du comité et que donc Facebook est toujours cassé. Et je trouve que c'est un raisonnement qu'on trouve régulièrement, qu'on voit souvent dans ce genre de tribune ou dans ce genre de réflexion. Le comité a un rôle bien précis, qu'on va pouvoir peut-être préciser en discutant, mais il résout un problème spécifique qu'a Facebook. Il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de Facebook, qui sont évidemment nombreux. Mais donc, ça n'est qu'une étape dans la construction de ce comité. Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'inspire, là, cette étape-là ? En fait, il faut le dire, c'est un conseil de surveillance auquel Facebook consent librement. C'est-à-dire que on n'est pas dans une structure légale, c'est pas un tribunal. C'est juste que Zuckerberg a dit, moi je m'engage à suivre ce que nous dira le conseil de surveillance dans chacun des cas. Alors on peut les évoquer parce qu'évidemment il y a plein de questions qui se posent. C'est-à-dire que on voit bien ils sont allés chercher des gens dans le monde entier et pas seulement dans l'hémisphère nord pour des questions qui vont avoir trait à tout ce qui est le traitement de la politique, qu'est-ce qui relève d'un message de haine selon l'endroit où ça se passe, etc. Donc, en tout cas, on dirait qu'ils ont l'intention de trouver des solutions. La vraie question qui se posait, c'était justement la gouvernance. Est-ce que c'est juste, tu vois, un groupe de gens qui se réunissent une fois de temps en temps chez Facebook au moment qu'on leur donne ou qu'on leur donne pas ? Bon, là, en tout cas, sur le papier, la gouvernance de ce conseil de surveillance, elle est faite proprement parce que c'est difficile de créer quelque chose et de dire je n'ai pas de pouvoir dessus. Là, en l'occurrence, ce que Facebook a fait, c'est qu'ils ont mis dans un trust fund, une sorte de compte bancaire qu'ils ne détiennent plus, enfin qu'ils ne contrôlent plus, je crois 130 millions de dollars. Ce qui est pas mal, pour donner des moyens justement au conseil en question, d'abord d'être payé. On ne sait pas combien ils sont payés. Moi, ça m'intéresse parce que je serais prêt à candidater. Et ils ont nommé, enfin après avoir consulté des milliers de gens, etc., nommé les 4
les 4 premiers coprésidents du conseil de surveillance. C'est ces gens-là qui ont recruté les autres, ce qui fait qu'ils arrivent aujourd'hui à 20 et qui peuvent potentiellement aller jusqu'à 40, ce qui est marqué dans les statuts. Mais comme tu le disais, ces gens-là sont là pour 3 ans maximum. C'est-à-dire que dans 3 ans, on pourra presque estimer que Facebook n'a plus même de lien particulier avec son conseil de surveillance. Ce qui garantit une sorte d'indépendance, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'indépendance, ce truc ne sert absolument à rien. Alors, je comprends les contre-arguments qui disent oui, mais enfin ça, c'est Facebook qui essaye de s'acheter une bonne conduite. On verra en fait, parce qu'on verra de quoi ils se saisissent et ce qu'ils en font. Je dirais que c'est Facebook qui essaye de s'acheter une bonne conduite. C'est une manière un peu simple de dire une chose qui n'est pas fausse. C'est qu'effectivement, ils ont essayé par tous les moyens d'implémenter une bonne conduite. Et le problème, c'est que comme on en parle souvent dans l'émission, et les gens qui écoutent l'émission régulièrement le savent, le problème de la bonne conduite de Facebook, c'est un petit peu la quadrature du cercle. C'est impossible à résoudre parce que quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, quelqu'un ne va pas être content. Et donc la grande question, c'est qui doit prendre la décision ? Les tribunaux ne peuvent pas être saisis à chaque décision à prendre. Donc cette problématique, enfin cette solution n'est pas crédible, n'est pas implémentable de manière réaliste, n'est pas réaliste, voilà, c'est le terme que je cherchais. Les hommes et femmes politiques et le public les exhortent à prendre des décisions, mais quand ils prennent des décisions, eux-mêmes, on leur reproche d'avoir pris une décision qui les arrange ou qui correspond à telle ou telle influence ou qui correspond à telle ou telle culture qui n'est pas adaptée aux autres, etc. Donc vraiment, c'est une quadrature du cercle. On peut prendre un exemple qui est celui de la publicité politique aux États-Unis et de la publicité ciblée et de la publicité négative. C'est un truc très américain qui existe. Je connais pas d'autres exemples. Il y en a probablement, mais en tout cas qui est forcément moins visible. Alors on se souvient de Cambridge Analytica. Enfin, c'est quand même tout ça qui nous a amenés jusque-là. C'est dur de leur donner une réponse. Alors Facebook, par exemple, sur cet exemple-là, sur la pub politique, dit bah oui, mais pour nous, ça fait partie de la liberté d'expression. Évidemment, c'est une sorte de jugement un peu commode parce que c'est aussi du business. Ça leur apporte aussi pas mal d'argent. Regarde, par exemple, quand Michael Bloomberg est candidat à l'investiture démocrate, il dépense des centaines de millions, donc probablement des dizaines et des dizaines de millions sur Facebook. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à déporter un peu ce genre de choses et à avoir une entité qui fait à la fois partie de Facebook, mais qui en est assez extérieure pour être indépendante, qui va rendre des avis censés mettre tout le monde d'accord. Ça mettra jamais tout le monde d'accord, mais au moins évidemment, le fait de leur indépendance leur donnera plus de poids que juste, tu vois, Sheryl Sandberg qui dit nous on pense que c'est bien comme ça. Évidemment. Et il faut insister sur le fait que cette solution, certes, elle n'est peut-être pas idéale, mais on n'en a pas d'autre, vraiment. Et Facebook, ils se sont creusés la tête. Je crois qu'ils aimeraient bien avoir une autre solution simple. Mais vraiment, concrètement, si quelqu'un pense qu'on en a une autre et que je l'ai ratée, n'hésitez pas à venir me le dire sur le site, mais on n'en a vraiment juste pas d'autre à ce stade, d'après mes estimations. Et donc, au moins, au minimum, quand ce comité dira maintenant il faut faire ci ou ça, effectivement, comme tu le dis, tout le monde ne sera pas d'accord, mais au moins Facebook pourra dire nous, c'est pas nous qui avions décidé, c'est le comité, et le comité, effectivement, il est, on l'espère, enfin en tout cas c'est le but, il est assez respectable et indépendant pour qu'on puisse s'en prendre à lui plutôt qu'à Facebook. Donc c'est le but. Voilà, et évidemment ça ne règle pas tous les problèmes de Facebook. Comme je le disais, il y a des gens qui sont allés critiquer le comité parce que Facebook avait toujours des problèmes, le premier d'entre eux étant le mode de fonctionnement de Facebook et l'algorithme. Ah oui, ça on est d'accord, mais c'est pas ça que le truc, c'est que ce conseil de surveillance, il arrive quand même sur le fond d'un Facebook qui est un espace potentiellement toxique, avec à sa tête des gens qui ont une idée très personnelle de l'éthique dans l'ensemble. Et ça change pas. Donc de fait, c'est aussi pour Facebook un moyen à peu de frais parce que 130 millions, ça vaut même pas le temps passé à la réunion pour décider du montant. Et donc ça leur rachète une sorte de respectabilité en disant non, regardez, nous maintenant on a, en gros, notre éthique est gouvernée par une instance supérieure, donc nos mains sont propres. Maintenant, il faudra voir comment ça va se passer. Je serais passionné de voir le ou la première fois où une décision fera vraiment polémique entre Facebook et son conseil de surveillance.
Mais Ça, on le verra Zuckerberg bien. s'est engagé, il a dit, attendez, à partir de maintenant, moi je ferai exactement ce qu'ils me disent. Donc, on a envie d'y croire, hein, mais comme souvent, j'ai envie de penser, mais ça c'est mon côté sympathique, j'ai envie de penser que tout ça est guidé par une vraie bonne foi, par une envie de résoudre le problème. Maintenant, évidemment, on en verra les preuves plus tard. Ben, même si on est cynique, et je pense qu'il y a des raisons de vouloir l'être, le but est de faire en sorte que Facebook puisse dire c'est pas de notre faute. Et c'est de la faute il faut aller parler au comité, c'est pas nous. Voilà. Et même là-dedans, il y a quelque chose de... Encore une fois, c'est pas une situation idéale, mais je dirais que cette situation, avoir des gens qui sont des experts et des gens reconnus qui prennent cette décision après avoir considéré, on l'espère, toutes sortes de choses que Facebook eux-mêmes ne considéraient peut-être pas, c'est peut-être une meilleure solution que celle qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ils sont 20, peut-être 40 à terme. On se doute bien qu'ils vont pas avoir le temps de prendre en compte toutes les plaintes de toutes les personnes qui ont des contenus effacés sur Facebook. Donc ça sera plus des cas symboliques, un petit peu comme les cours suprêmes qu'on peut trouver dans différents pays, qui ne prennent évidemment pas en compte tous les cas du système judiciaire. Alors évidemment, il suffit d'aller sur le site, il s'appelle oversightboard.com, et là vous avez les statuts, ça existe en français d'ailleurs, ça explique comment ça va fonctionner, c'est-à-dire que de fait, on pourra leur soumettre une affaire une fois que tous les processus internes de Facebook auront été épuisés. Si vous publiez un truc, je sais pas, souviens-toi les images du tableau L'origine du monde censurées, et tu dis non, c'est pas du cul, c'est une œuvre d'art. Oui, mais censuré quand même. Et là, tu pourras te retourner vers le conseil de surveillance en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Évidemment, si Facebook dit finalement non, en fait, ça va, on peut le laisser. Et ça, c'est un autre problème d'ailleurs, effectivement, que le problème le conseil de surveillance ne résout pas. C'est que si Facebook, ça s'applique dans le cas où Facebook veut supprimer quelque chose. Dans le cas où Facebook veut le laisser, le conseil de surveillance ne peut pas être saisi, d'après ce que j'ai compris. Je crois que s'il y a quelque chose sur sur le scope, enfin flûte, je suis dans les statuts. Oui, c'est ça. En gros, le domaine de compétence. Il y a des choses qui peuvent leur être justement parce que parce que c'est pas qu'une question de censure. C'est-à-dire que si je dis une bêtise demain, Facebook trouve que finalement, tu vois, la célébration de l'Allemagne nazie est un sujet tout à fait normal et ne censure rien. Ce serait curieux qu'on puisse pas se retourner dans le conseil en disant est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on en discute un tout petit peu quand même. Donc il y a des même pour j'ai envie de dire pour les biais positifs de Facebook, il est possible de se retourner vers le conseil. Bon écoute, puisqu'on parle de réseaux sociaux et de contrôle de l'information sur ces réseaux, parlons un petit peu de Twitter, qui fait deux choses intéressantes. D'abord un test sur l'application iOS, donc ça n'est sur cette application que pendant le test, mais on va voir si ça fonctionne, qui propose aux gens de relire leur tweet s'ils détectent, avant de le poster, s'il détecte qu'il y a dans ce tweet du contenu qui est dommageable ou qui peut heurter. C'est peut-être pas une si mauvaise idée, je dirais, de dire aux gens alors prends une seconde, respire deux coups. Est-ce que tu es sûr que vous voulez pas relire ce tweet dans 3 ou 4 heures et puis là pour le coup prendre une décision finale? Et en l'occurrence, c'est vraiment, si vous vous dites non, c'est bon, je vais le tweeter comme ça, vous pouvez. C'est juste qu'il vous demande, il vous pose la question, vous êtes sûr? Et vous pouvez y aller quand même. Donc pourquoi pas? Je pense que c'est pas une si mauvaise chose. Oui. Et plus important encore, c'est une fonctionnalité qu'ils implémentent désormais petit à petit dans le monde entier, de labels avec plus d'informations dans le cadre du Covid-19 dans un premier temps, mais ça va être étendu à terme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit pour un tweet qui est du contenu incertain, dont on n'est pas certain de l'authenticité, il y a un petit label juste en dessous qui peut s'afficher, qui va vous envoyer les utilisateurs vers des sources, pas confirmées, mais enfin vérifiées. Et ça, donc, ça peut s'appliquer sur des différents types de contenus.
L'autre, c'est dans des cas un petit peu plus dont la la véracité est vraiment contestée. Le contenu peut être obfusqué, caché, par un label qui va dire alors attention, ce contenu est contesté ou peut ne pas être, peut-être que je vais vous prendre le terme en anglais exact. Alors évidemment, Cédric a élargi le document, donc je ne peux plus accéder au truc. Que dit alors ils disent certains du contenu partagé par ce tweet et en contravention avec les guides ce que disent les autorités sanitaires dans le cadre du Covid-19. Et vous pouvez tout de même afficher le tweet, mais il y a un label qui le cache a priori quand vous voyez le tweet pour la première fois. Donc il est impossible de rater cet avertissement. Alors, un peu comme quand parfois tu cliques et tu vois un tweet qui est caché, on te dit attention, ce tweet a été caché parce qu'il a été jugé comme insultant, machin, par nos utilisateurs. Est-ce que voulez-vous le voir quand même ? Et ça peut être le cas pour le tweet, c'est surtout pour des réponses que j'ai vu ça de temps en temps. Oui, absolument. Oui, pour des réponses. Ouais, donc là c'est beaucoup plus visible et surtout, alors il y a deux éléments qui sont très importants, c'est que d'une part ça va affecter des tweets qui ont déjà été postés par le passé, donc ça n'est pas que pour les tweets à partir de maintenant, et puis surtout ils disent très clairement qu'ils vont utiliser cet outil pour les cas où ils ne veulent pas supprimer un contenu contesté. Et ce qu'on peut lire en sous-texte, c'est que peut-être qu'ils pourront l'utiliser pour des tweets de personnalités publiques. On pense évidemment à Donald Trump, mais d'autres potentiellement. Des personnalités publiques, des personnalités politiques, pour lesquelles ils estiment qu'il est difficile ou dommageable de supprimer le tweet. On ne va pas parler de cette question spécifique, mais ça existe. Et donc, il pourrait utiliser cette mesure un peu moindre, mais très forte quand même. Donc moi, ça me paraît être assez intéressant comme oui, quand Donald Trump dit il est temps de prendre les armes pour défendre la liberté de l'État de l'Illinois, forcément, n'importe qui d'autre qui écrirait ce genre de truc pourrait voir son tweet effacé, genre non, l'appel à la rébellion armée, non, c'est pas une bonne idée. Mais évidemment, c'est le président des États-Unis, donc ils sont un peu embêtés, même si ce serait quand même un signe ultra fort de lui fermer son compte juste pendant une semaine, mais tu imagines le cataclysme que serait de fermer ce qui est quand même le premier mode d'expression du président de la première puissance au monde. Enfin, pour quelques années encore. Et donc voilà, leur approche, c'est de dire on va entourer ça d'avertissements, bon, ok, bon, pourquoi pas. Mais je reconnais qu'ils sont quand même dans une situation pas facile. Mais moi, ça me paraît pas si... Alors, on parle vraiment de désinformation dans des cas assez précis. En l'occurrence, comme je le disais, ça commence avec le Covid-19. C'est vraiment pour envoyer les gens vers des informations vérifiées. Et évidemment, ça ne va pas faire en sorte que tout le monde soit convaincu par les informations vérifiées. Il y a des gens qui sont conspirationnistes presque pour plein principe. Il restera Juliette Binoche, quoi. Oui. Pourquoi elle est conspirationniste, Juliette Binoche ? Ah bah elle a écrit des trucs sur Insta. Enfin, ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent les vaccins qu'ils préparent. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, c'est non à la 5G. Entre parenthèses, sans être parano. Ça, c'est texto ce qu'elle écrit sur Instagram. Donc voilà, si elle écrivait ça sur Twitter, il pourrait y avoir un avertissement disant alors, c'est pas exactement ce que nous disent les autorités de santé, comme l'OMS, ils sont mèches. Évidemment. Donc tout était prévu. Tu le sais, tout était prévu. Comme on en parlait le souvent... plan se déroule sans accroc jusque-là. Donc gardons le silence. On en parlait, tout ce qui se passe maintenant avec le Covid pourra être appliqué à terme sur d'autres choses. Et en l'occurrence, ces choses-là, ça peut être utilisé pour d'autres types de désinformation à terme, et ça me semble être une solution. Là encore, c'est pas idéal parce qu'il n'y a rien qui est jamais idéal, mais c'est une solution qui pourrait fonctionner mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je crois que on peut le dire comme ça. On ne peut que les encourager à aller dans cette voie-là et à arriver à qualifier un peu, même si eux aussi, ils vont finir par avoir un conseil de surveillance, tu vas voir, pour arriver à trouver la bonne qualification, parce qu'on va leur dire, bah oui, mais non, mais ceci est mon opinion et je la partage.
Bon, on suivra ça évidemment. Dernier sujet avant de prendre une toute petite pause. Il y a eu une interview de Greg Joswiak dans Wired. Greg Joswiak est le vice-président marketing produit chez Apple. Et l'interview en elle-même était focalisée sur les AirPods, c'était relativement intéressant, mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la toute fin de l'interview, où on a un des analystes, ou le journaliste, qui nous parle d'un aspect très intéressant de la politique d'Apple. Oui, c'est Monsieur Seibert, c'est bien ça. De la stratégie d'Apple qui dit, alors je vais vous citer ça texto, il dit il y a différentes parties du corps qui sont différentes real estate, différentes zones. Bon, j'aurais dit traduire avant. Oui, c'est différentes surfaces. On va dire différentes fonctions. Enfin, ouais, bon, différentes surfaces. Il y a le poignet, les oreilles et les yeux. Et elles sont des surfaces qui ont une grande valeur. En fait, c'est surprenant de l'entendre dit comme ça, mais c'est assez vrai. Et il dit, nous allons voir que Apple va assez vite arriver à quelque chose, à proposer quelque chose pour les yeux. Et ils auront du coup le trifecta, les trois éléments. Pour les parties du corps les plus importantes, on parle d'informatique portée finalement, puisqu'on a déjà la montre chez Apple, on a les AirPods qui ont connu un succès énorme comme on le sait, et s'il y a quelque chose pour les yeux, c'est vrai que quand on pense à l'après-smartphone, ce sont ces trois éléments qui reviennent le plus souvent et qui semblent être les plus importants. Et Apple a déjà le poignet et les oreilles. Donc, il ne manque que les yeux, et il dit c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement puissant. Ça m'a paru très... J'avais jamais vraiment pensé à ça de cette manière, ça m'a paru très juste. Est-ce que je me suis laissé emballer, ou est-ce que tu penses qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit ? Et on sait, ou on croit savoir, qu'il travaille sur un casque d'AR, enfin de réalité augmentée. Oui, même des lunettes, ça on le sait, mais je veux dire sur des lunettes, l'analyse des trois... et qui se heurte à peu près au même problème que tous les autres, c'est-à-dire au même problème que Facebook quand ils ont voulu pousser cette technologie et qu'ils sont aperçus qu'il n'y avait pas d'application, et que Magic Leap qui ont voulu pousser cette technologie à coups de milliards d'investissements et qui sont aperçus qu'il n'y avait pas de techno non plus. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à faire un bon compromis entre l'usabilité, la puissance, le prix, le réalisme, la taille de l'image, enfin en gros la taille de ton champ visuel sur lequel tu peux projeter une image. Les seuls pour l'instant qui ont réussi à faire des choses vraiment convaincantes là-dessus, c'est plutôt Microsoft, mais qui pour l'instant l'ont vraiment réservé à des applications professionnelles. Donc personne n'a trouvé le truc qui arrive à déplomber, j'ai envie de dire, le marché, à déverrouiller le marché grand public, parce qu'en plus il y a des choses qui sont au-delà de l'intérêt des applications et de la technologie, qui sont l'usabilité et l'acceptabilité sociale. Parce que c'est quand même un truc qui, dans l'ensemble, t'isole avec toi-même. Alors c'est vrai que la réalité augmentée a d'autres potentiels, mais que pour l'instant on adresse pas mal au travers de l'écran du smartphone ou de la tablette, donc on n'est pas forcément forcé de se mettre des lunettes sur le nez. Et l'effondrement de Magic Leap est un truc, c'est terrifiant, quoi. Que les gens aient mis 2 milliards là-dedans. Et souviens-toi, à chaque nouvelle levée de fonds, on disait putain, mais c'est incroyable, il y a des gens qui ont remis 500 millions, c'est vraiment que ça doit être extraordinaire. Vous allez voir. Non, mais je suis d'accord sur la difficulté de développer quelque chose de crédible pour les yeux, mais sur la question de l'importance des trois zones du corps, le poignet, les oreilles et les yeux, c'est vrai que Apple a déjà capturé pour une bonne partie les deux premières. Est-ce qu'ils vont réussir ou non à faire la troisième ? C'est possible, on ne sait pas, on verra. Mais c'est sur cette question, est-ce que ces trois zones sont effectivement les trois zones importantes dans un monde post-smartphone ?
Est-ce que toi, tu vois ça? Il reste les mains et les pieds. Hein. Ouais, les mains, oui, mais l'usabilité des mains, je pense que ça serait une étape encore après, parce que c'est des gants ou le poignet, c'est quelque chose qu'on connaît. Tu vois, les oreilles, on sait comment les utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que si je regarde le rapport d'activité de mon iPhone, mes yeux sont déjà quand même pas mal occupés par ce qui se passe sur l'écran, quoi. Donc bon, je pense qu'il est en train de trouver d'extrapoler, mais trouver le bon message qui va avec la stratégie plutôt que l'inverse, en disant voilà, on veut être l'interface vers tout. Bon, pourquoi pas, mais vraiment on est, voilà, moi échaudé par l'épisode de la télé, j'attends vraiment de voir ce qu'il pourrait faire de différent ou de supplémentaire ou de voilà. Juste pour préciser, j'ai peut-être pas été assez clair. Neil Seibert, c'est le fondateur d'une firme d'analyse. Donc c'est pas lui, c'est pas Wozniak qui dit ça, c'est l'analyste qui regarde ça de l'extérieur. Donc bon, moi ça m'avait paru pas trop bête, mais peut-être que je me suis effectivement un petit peu laissé emballer. Non mais on a envie d'y croire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'être surpris par Apple qu'on est prêt. Tu vois, c'est un peu la chloroquine. Hein, on a envie que ça marche. Moi je t'avoue que c'est la fin de la comparaison. Hein, mais voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été profondément surpris. La dernière vraie surprise est un bien grand mot, mais en tout cas, bonne surprise et nouveauté. Il le dit, Wozniak, hein, c'est les AirPods. C'est les AirPods, ouais. Et même eux, ils n'y croyaient pas. Voilà. Ouais, je t'avoue que les yeux, j'attends vraiment de voir ces histoires de lunettes. J'y crois pas plus que ça, mais effectivement, ça serait intéressant de voir ce qu'ils pourraient faire s'ils ont une stratégie long terme et qu'ils réussissent à coordonner tout ça ensemble. Ça serait intéressant, mais oui, c'est peut-être un petit peu spéculatif. J'attends l'implant neuronal d'Elon Musk. On va en parler dans un moment d'Elon Musk. Juste en conclusion sur Apple, on a des rumeurs sur les écouteurs over the ear, donc des écouteurs un peu plus gros que les AirPods justement, puisqu'on parle des AirPods, ça serait des AirPods Studio qui détecteraient quand ils seraient sur les oreilles ou sur les épaules, de manière à ce qu'ils fassent pause quand on les met sur les épaules, sur le cou, et qu'ils ne s'éteignent pas complètement. Donc c'est vraiment un moyen intéressant de contrôler la machine. Il y a d'autres petites choses qui seraient dans ces appareils qui devraient être disponibles d'après les rumeurs d'ici la fin de l'année, je crois. C'est les AirPods Studio. Donc c'est en gros un vrai casque Apple. En ce moment, on ne va pas trop s'engager sur des questions de calendrier pour des raisons évidentes. C'est pour ça qu'on reste vague. Les iPhone 12 auraient des écrans 120 Hz, en tout cas dans leur version Pro, un zoom optique 3 fois, et une autre news intéressante, en plus du fait que Apple a annoncé qu'ils feraient leur WWDC en virtuel le 22 juin. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu, mais ça sera gratuit pour tous les développeurs. Contrairement à la version physique qui coûtait assez cher, c'est la conférence de développeurs d'Apple dans laquelle ils annoncent généralement toujours chaque année leurs nouveaux produits. Mais l'autre chose qui m'a interloqué, c'est que d'après Tom Krazit de Protocol, Apple est en train d'engager parmi les plus grosses têtes du monde du développement cloud depuis quelques mois, et ça serait pour renforcer évidemment leur infrastructure cloud qui est, on va dire, correcte aujourd'hui, mais pas top niveau, comme elle devrait l'être pour une société de cette taille. Et donc, on peut s'attendre au minimum à ce que l'infrastructure cloud d'Apple s'améliore et peut-être, pourquoi pas, de nouveaux services et de nouveaux produits qui se reposeraient sur le cloud, parce que clairement, ils ont engagé les plus grosses têtes du domaine. C'est assez logique parce qu'évidemment, quand tu es de la taille d'un Apple, tu te poses la question de te dire d'où va venir mes prochains 1000 milliards de dollars de valorisation. Donc clairement, c'est pas des ordinateurs et c'est pas des smartphones parce que le marché a arrêté de croître depuis longtemps. Et évidemment, quand tu regardes leurs petits voisins, c'est-à-dire Google, Amazon et Microsoft, eux ont tous des infraclouds incroyables et avec surtout des produits et des services construits dessus et qu'ils vendent. Et qui
servent pas juste à leur infrastructure à eux. Donc voilà, ils se retrouvent dans une situation où ils se disent mais pourquoi est-ce que nous on n'est pas plus cons que les autres et on a largement autant voire plus de moyens. Donc pourquoi est-ce que nous non plus, pourquoi est-ce que nous on le fait pas? Donc finalement c'est assez logique comme une nouvelle part de leur business. Tout à fait. Et puis comme ça, iCloud fonctionnera mieux, donc c'est une bonne nouvelle. Pardon, ça serait pas plus mal, effectivement. Bon, maintenant, il fonctionne pas trop mal, on va dire. Depuis 3-4 ans, ça va. C'est vrai. Écoutez, on va faire une petite pause avant de parler NFC, Microsoft, Oculus, Nintendo Switch, etc. On va faire une petite pause pour vous rappeler que alors, attendez, une seconde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de faire votre jogging ? Est-ce que vous êtes en train de faire le ménage ? Est-ce que vous êtes en train peut-être vous êtes dans les transports ? Quoi que vous soyez en train de faire, dites-vous, là, posez-vous la question, depuis combien de temps est-ce que j'écoute le Rendez-vous Tech ? 6 mois ? 1 an ? 5 ans ? Combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous écoutez le Rendez-vous Tech ? Est-ce que l'émission vous plaît ? Si ça fait plus de 6 mois que vous l'écoutez, je vais partir du principe que vous n'êtes pas complètement maso et que, a priori, vous l'aimez bien, cette émission. Donc, si vous l'écoutez depuis plus de 6 mois et que vous l'aimez bien, j'ai une autre question à vous poser. C'est est-ce que vous aimeriez la soutenir ? Si vous dites non, ok, peut-être que vous n'en avez pas les moyens, aucun souci. Mais si vous dites pourquoi pas, écoute, j'y avais jamais pensé. C'est vrai que j'avais pas pensé depuis combien de temps j'écoute l'émission. Je suis toujours en train de faire mon jogging ou dans les transports, donc je m'arrête jamais pour y penser. Mais là, ouais, en me posant la question, pourquoi pas ? Et ben dans ce cas, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite. Vous vous posez sur un banc, histoire de souffler un petit peu. Vous êtes dans un bus, et ben vous captez a priori. Et donc, vous pouvez aller sur le site web, vous inscrire en 2 minutes. Vraiment, c'est hyper rapide. Vous contrôlez tout. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et vous avez accès à plein de bonus sympathiques qui vous plairont, j'espère, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais auxquels vous pouvez avoir accès grâce à votre soutien. Et en plus, évidemment, vous aidez l'émission à être ce qu'elle est, à être indépendante, à être forte, à continuer à exister. Donc, si vous pouvez penser quand vous rentrez chez vous aussi, hein, c'est possible aussi avec le fameux Cling Patrick, ou qu'est-ce qu'on avait dit, Chouche Patrick, ou Je prends de l'eau Patrick, je sais plus, bref. Toutes les occasions sont bonnes pour penser à soutenir le Rendez-vous Tech. Donc voilà, si vous écoutez l'émission depuis un moment et que vous l'appréciez, 2 minutes, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La question finale, en fait, c'est pourquoi pas ? Ouais, demandez-vous, pourquoi pas ? Et si vous dites ouais, bah oui, pourquoi pas, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et surtout à tous ceux qui le font et qui permettent à l'émission d'exister. Je vous aime très fort. Je crois que mon fils dort encore, donc je vais continuer à parler. Je me suis un petit peu emballé là, donc je vais me rebaisser le son de ma voix. Pour parler de NFC. C'est un truc tellement excitant, le NFC. Near Field Communication, le NFC Forum, a dévoilé une nouvelle spécification qui permet de charger avec une puissance de 1 watt des différents appareils. Alors, vous allez me dire, 1 watt, c'est pas grand-chose, et vous n'avez pas tort, mais ça peut permettre de charger des appareils plus petits, des appareils d'informatique portée, des écouteurs, des smartphones, des smartwatches, ce genre de choses. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que on a bien lu l'article avec Cédric, et on n'a pas réussi vraiment à déterminer si ça nécessite du nouveau matériel ou si c'est possible avec votre matériel existant. Alors quoi qu'il en soit, c'est une proposition, donc ça ne sera pas implémenté avant un certain temps, mais si ça permet de charger avec le matériel existant, c'est quand même assez cool de se dire que n'importe quel appareil équipé de NFC pourrait, avec l'implémentation logicielle du protocole, commencer à charger des petits appareils. C'est moins onéreux et ça demande moins de travail que le protocole et le standard Qi, mais ça pourrait être un pas de plus vers le monde sans fil qu'on nous promet depuis un certain temps.
Je suis d'accord, ce sera vraiment nice to have. Et puis le fait qu'on démarre tout de suite avec un standard est quand même une bonne nouvelle. Moi, je suis quand même assez clairement dans le camp de ils définissent une norme, donc c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, je pense que l'article dit à la fin en disant pop, 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 pop. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à réarchitecturer, même s'ils le font sur une architecture matérielle qui est assez simple, parce qu'il faut une seule antenne NFC, pas plusieurs. Bref, ils ont simplifié les choses, mais je pense pas que ce soit malheureusement pour tout de suite. Microsoft et Intel ont ont dévoilé une méthode assez intéressante pour détecter les malwares. Alors les virus, les logiciels qui vous pourrissent la vie sur votre ordinateur, c'est vraiment une approche intéressante. Écoutez plutôt. Ils écrivent le logiciel, le programme, en image. C'est-à-dire qu'ils prennent le code qui est constitué de bits, donc 0 ou 1, et pour chaque bit 0, ils mettent un pixel noir, et pour chaque bit 1, ils mettent un pixel blanc. Ça fait une sorte de carte blanche et noire du logiciel. Ils réduisent la taille, parce que ça fait des images très 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 grandes, mais ils réduisent la taille, et ils font de l'analyse et du deep learning dessus, et ils ont montré à leur algorithme plein de logiciels de malware pour lui apprendre à les reconnaître, mais vraiment reconnaître visuellement, reconnaître l'image, à quoi ça ressemble visuellement un malware. Et après ça, ils ont fait des tests et ils ont vu qu'en faisant cette opération, l'algorithme réussissait à reconnaître 99% des malware rien qu'en regardant l'image du logiciel. C'est surprenant, intéressant, c'est même assez fascinant, je trouve, parce que on pourrait se dire, c'est tellement aléatoire les bits, lesquels sont 1 ou 0. Comment est-ce qu'un logiciel de ce... Alors oui, ensuite, il va y avoir des patterns, des motifs qui vont se former, c'est clairement ce qui se passe, mais c'est quelque chose de complètement magique pour moi. C'est... Évidemment, je comprends la méthode, mais ça veut dire qu'on peut imprimer, en quelque sorte, le code du logiciel en nuages blancs et noirs et gris, et au final, l'algorithme réussit à le reconnaître. Je trouve ça magique. Tu as été déconnecté et reconnecté, Cédric? Tu es toujours là? Je passais par le VPN de la maison qui m'emploie et j'avais oublié de le déconnecter. Mais écoute, ça fonctionnait, donc. Ça fonctionnait très bien. J'étais étonné, mais on va pas charger le VPN pour faire plaisir. Ouais, donc voilà cette méthode de Microsoft et Intel que j'ai trouvée assez magique, moi. Mais j'ai pas compris, parce qu'évidemment, ça fait appel à plein de choses qu'on connaît depuis longtemps, tu vois, sur par exemple le fonctionnement des antivirus, qui sont parfois faits pour arriver à trouver toutes les variantes d'un malware à partir du premier. Et je comprends pas pourquoi l'expression en image, qui est juste une visualisation, la machine, elle s'en tamponne des visualisations. Pour elle, ça reste quand même j'ai lu le papier. C'est une visualisation qui représente vraiment le programme, tu vois. C'est un moyen de lire le programme, mais là où c'est fascinant, c'est que c'est pas qu'on lit le programme avec des instructions, c'est qu'on lit le programme avec des motifs qui se détachent de l'organisation. Alors, il y a une logique interne ensuite au malware, il y a des motifs qui se répètent, tu vois, certainement, des choses... Enfin, c'est surtout évident, qu'évidemment, cette image, elle n'est pas faite là pour que toi et moi la regardions, elle est là pour qu'un algorithme de deep learning arrive à le détecter et à reconnaître les similarités. Non, c'est intéressant. Moi, j'adore toujours ce qui se passe dans les labos de recherche d'Intel et de Microsoft. Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 55 millions de Switch depuis leur sortie, de Switch et de Switch Lite, un chiffre assez phénoménal, surtout qu'on leur prévoyait pas forcément un succès éclatant au moment de la sortie. Alors ils sont à peu près au niveau de la PlayStation 4, qui s'est très 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 bien vendue. On n'atteint pas les niveaux des champions de la catégorie comme la PlayStation 2 ou la Wii de son époque, mais 55 millions, ça, c'est encore une fois une confirmation de l'incroyable succès de la Switch, et on est à peu près garanti d'arriver à 100 millions au moins en fin de vie pour la console, pour la Switch, voire plus. Mais bon,
d'après les analystes que j'écoutais, on ne dépasserait pas la PlayStation 2, mais on est quand même garanti d'arriver à un chiffre très impressionnant. Facebook a également serait en train de développer un nouveau Oculus Quest, qui est son casque autonome sans fil, qui serait plus petit et plus léger. Ça serait pas plus mal parce que même si c'est pour moi le meilleur casque de réalité virtuelle, il est quand même un petit peu lourd. Au bout d'une demi-heure, une heure, on commence à le sentir sur le nez. S'il y en a une version plus légère et plus petite, ça serait quand même une belle évolution de cet appareil. Et enfin, je te donne la parole après pour commenter le sujet de ton choix ou les sujets de ton choix. La Maison-Blanche annonce qu'ils sont en train de travailler avec Intel et TSMC, un fondeur qui fait des processeurs, TSMC, pour construire des usines aux États-Unis pour faire de l'usine d'informatique aux États-Unis et ne plus dépendre autant de la Chine. Je te laisse la parole là-dessus, je sais un petit peu ce que tu en penses, mais si tu veux commenter sur Nintendo ou Facebook, n'hésite pas également, bien sûr. Nintendo, c'est bien, moi c'est logique qu'ils arrivent à chatouiller à un moment les 100 millions d'exemplaires parce que elle est quand même, enfin c'est la meilleure surprise de tout le marché du jeu vidéo ces 5 dernières années. Donc c'est une vraie belle réussite. Pour Oculus, on en parlait de la VR. Je suis pas sûr que c'est ça qui va encore déverrouiller le marché grand public, mais c'est bien que les choses avancent. Et alors, c'est merveilleux parce que, enfin, c'est incroyable. C'est terrible d'avoir un mec qui est une espèce de grand adolescent à la Maison Blanche et qui n'agit que par caprice ou parce qu'il a entendu quelqu'un sur Fox News en parler. Donc il faut réindustrialiser l'Amérique. Ok, on a un problème sur le high-tech, mais en fait le problème sur le high-tech il est pas tant sur sur les puces dans l'ensemble que sur l'assemblage, c'est-à-dire que l'essentiel de l'écosystème se situe en Asie, sauf qu'évidemment parmi les plus gros fondeurs il y a Intel, et je suis pas certain que Donald Trump a compris que l'essentiel des fabs, les fabs c'est les usines à microprocesseurs, à semi-conducteurs, l'essentiel des fabs d'Intel sont aux États-Unis, elles sont dans l'Oregon, elles sont en Arizona, elles sont au Nouveau-Mexique. Donc quand il se lance dans une espèce de bras de fer public en disant je vais forcer Intel à produire américain, je pense que Intel va juste lui dire bah ouais président c'est une très très bonne idée. Alors vraiment on va se mettre sur le coup, ça va pas être facile. Alors qu'en fait par exemple ils ont une usine qui doit ouvrir en Arizona cette année et une au Nouveau-Mexique entre cette année et l'année prochaine. Donc je pense que en gros pour Intel la seule différence c'est qu'il va falloir je sais pas imprimer une grosse bannière tu vois pour le jour où Donald Trump viendra pour inaugurer l'usine en disant regardez, vous voyez, moi je leur ai dit et ils l'ont fait. Bah oui, c'est merveilleux. C'est un peu comme demander à un chien de se lécher les couilles. Tu vois ce que je veux dire, il le fera que tu lui demandes ou que tu lui demandes pas. Donc de toute façon, au moins si tu lui as demandé, tu peux dire regarde, il est vraiment obéissant. Donc c'est exactement ce qui était arrivé avec Apple quand quand Trump avait dit à Apple, il faut que vous reproduisiez en Amérique. Il pensait probablement aux iPhones et Apple a dit c'est une très bonne idée. Regardez, on va vous emmener visiter une nouvelle usine nouvelle, oui, à Austin, oui, qui est là où en fait ils assemblent les Mac Pro. Ça existait avant et Trump a pu arriver en disant regardez, grâce à moi, nous réindustrialisons l'Amérique. Alors pour TSMC, c'est un peu plus compliqué parce que TSMC, le T de TSMC, ça veut dire Taïwan. TSMC, c'est cet énorme fondeur, c'est la plus grosse boîte à 100 milliards de dollars dont vous avez jamais entendu parler. Eux, pour l'instant, que je sache, ils n'ont pas de fab en Amérique du Nord. Et pourquoi en aurait-il ? Parce que justement, eux, ils sont plus proches de cet écosystème de l'électronique au sens large, qu'est l'Asie du Sud-Est. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Trump se contentera d'une demi-victoire avec un Intel, avec qui il pourra aller bras dessus, bras dessous. Donc voilà, fin de l'épisode. Il pourra passer à un autre dossier. Bon, Spotify est en train d'essayer de passer à un autre dossier également en implémentant visiblement des podcasts vidéo dans son app. Alors, de podcast vidéo à en fait c'est YouTube, il n'y a qu'un pas et il semblerait qu'ils soient en train de débaucher des stars de YouTube justement. Ça serait logique, hein. Spotify a attaqué la vidéo a attaqué les podcasts de manière très très agressive ces dernières années. Et évidemment, qu'est-ce qui a encore plus de succès que les podcasts audio ? Eh ben, c'est la vidéo. Et la vidéo, bah oui, c'est forcément YouTube.
on dit podcast vidéo dans l'article de The Verge. Je crois que concrètement, ça serait de la vidéo parce qu'on le sait, la vidéo est beaucoup plus simple à regarder en live streaming qu'en téléchargement, même si rien n'est exclu. Les podcasts vidéo, il y en a encore quelques-uns qui existent. On salue au passage les amis du studio Renegade. Mais oui, donc ça serait pas si surprenant que ça que Spotify s'essaye à la vidéo. On voit que Twitch d'ailleurs est également en train, d'après certaines sources, de chercher à se lancer dans le contenu scripté. Pardon, non scripté, mais enfin qui n'est pas du streaming de jeux vidéo. On parle de trucs en live interactif qui touchent au sport, à la musique, etc. Donc la vidéo, nouvel Eldorado. Est-ce que l'un d'entre eux pourra concurrencer YouTube ? Quand je dis nouvel Eldorado, ça va être, c'est pas gagné du tout. Ouais. Mais moi, je suis un peu embêté par ça parce que c'est pas quelque chose de très lisible. C'était très lisible, si tu veux, et prévisible presque de la part de Spotify de dire voilà, on est très très fort sur. En gros, on est les maîtres de l'audio. Donc voilà, on a la musique et maintenant on a les podcasts. Le truc logique après ça, ce serait de s'attaquer, par exemple, à la radio en live. Et de dire voilà, nous sommes le centre du monde de l'audio. Tout à coup, rajouter de la vidéo, c'est un peu comme s'ils rajoutaient, c'est un peu comme s'ils disaient, on va être aussi Steam, tu vois ce que je veux dire. Enfin, où on va rajouter du jeu casual. Enfin, c'est bien, mais pour moi, c'est un peu hors sujet parce que c'est pas une destination pour ça. Alors je comprends que c'est un enjeu en termes de croissance. Ça peut être un enjeu en termes de croissance, mais ouais, c'est compliqué. Puis alors, comment ça va se passer avec les assistants vocaux ? Au moins, mes assistants vocaux, ils comprennent quand je vais écouter un truc sur Spotify. À partir du moment où tu auras la version audio et la version vidéo, ils vont peut-être patauger un peu en disant oui, vous voulez regarder sur quel écran ? Non, je veux juste la musique, s'il te plaît. Donc voilà. La version audio. Ouais. On verra, mais je pense qu'ils vont avoir, et ça va leur prendre beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour arriver à dépasser cette équivalence dans l'esprit des gens de Spotify, c'est de l'audio. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, comme tu le dis aussi, c'est pas surprenant de les voir s'intéresser à la vidéo. Bon, c'est encore à l'état de test, mais s'ils commencent à déboucher des gens de YouTube, c'est peut-être un test auquel ils croient. Disney serait arrivé à plus de 50 millions d'abonnés avec Disney+. Ils étaient à 33 millions en mars, donc 54 millions en mai, et ils avaient fait des prédictions assez prudentes, on va dire. Ils avaient prévu 60 à 90 millions d'utilisateurs d'ici la fin 2024. Alors on va dire que peut-être qu'ils sont un petit peu prudents, mais en même temps, enfin pour la fin 2024, en même temps, c'est assez sage de leur part parce qu'on se rend bien compte que même s'ils sont Disney et qu'ils arrivent avec des énormes bots dans le marché du streaming, il y a des gens qui sont déjà en place et puis ils sont Disney, ils ne sont entre guillemets que Disney. Ils n'ont pas énormément de contenu original à proposer encore, donc ça peut expliquer un petit peu leur prudence, mais du coup, 54 millions, toi qui connais un petit peu les médias, c'est au niveau mondial, en tout cas dans les pays dans lesquels ils sont présents, ça a l'air d'être une performance. Tu disais c'est énorme extraordinaire. À l'instant. Ouais. C'est extraordinaire. Mais c'est Disney il faut se souvenir. Oui, c'est ça, c'est Disney. Donc évidemment, ils partent pas de rien, comme un Netflix au début quand ils ont voulu faire du streaming à côté de la location de DVD. Mais ça reste, en termes de rythme d'acquisition et de croissance, c'est extraordinaire. Il y a de fait probablement que Disney qui pouvait faire un truc pareil parce que c'est une marque internationale, et puis parce que justement, tiens, on parlait de brouiller le message pour Spotify. Si je te dis Disney, tu sais exactement ce que tu vas avoir. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de, tu vois, si je te dis, tiens, il y a le nouvel, je sais pas, HBO Go, tu vas te dire, ouais, alors HBO, ah oui, il y aura ça et ça, mais est-ce qu'il y aura ça? Là, tu te poses pas de questions. Bon, tu t'en poses un peu quand t'es français parce qu'il y a des choses que tu n'as pas parce que la chronologie des médias et ça devient compliqué parce que vu qu'il n'y a plus de films qui sortent en salle et que la chronologie part à partir du premier jour de l'exploitation en salle, ça veut dire que dans 2 ou 3 ans, on va avoir des gros problèmes d'un gros creux dans le pipeline. Ils ont déjà donné des exceptions, ouais.
Oui, je pense que ça va se régler comme ça. Mais la Disney, t'imagines, ça veut dire que là où ils prévoyaient d'être, tu le disais, entre 60 et 90 millions d'abonnés en 2024, ça veut dire qu'en fait, ils vont taper, ils sont en route pour taper 100 millions d'abonnés d'ici, je sais pas, peut-être la fin de l'année prochaine, voire même avant. Donc c'est extraordinaire pour eux. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que ça arrive. C'est le confinement qui a fait ça. Le confinement leur a donné évidemment un très gros coup de boost. Moi, pour m'être abonné au premier jour, c'est exactement ce que tu crois que ça va être. Donc c'est un côté, en plus, c'est tellement dans la culture de Disney. C'est-à-dire que tu découvres un truc et tu dis, bah oui, c'est exactement ce que je pensais ce que ça allait être. Donc c'est encore plus rassurant. Et rassurant, c'est une des marques de fabrique de Disney. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Ah tiens, il y a ça m'ennuie ». Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je sais que quand mes enfants sont sur Disney+, qui est l'un des rares trucs que je les laisse explorer seuls, je sais que j'aurai pas de soucis et qu'ils seront absolument heureux et qu'en plus ils ont compris l'arborescence du truc. Mais alors en trois, c'est terrifiant. C'est remarquablement fait, ça fonctionne bien. L'infrastructure a suivi, ce qui est quand même exceptionnel. Il doit y avoir des coûts d'infra en ce moment absolument démentes parce que leur infrastructure leur appartient pas. Mais non, belle réussite. Alors surtout, ça arrive à un espèce de moment clé, qui est Bob Iger, qui a été le patron depuis, je sais pas, plus de 10 ans, plus de 15 ans, annoncé je vais partir, je reste jusqu'à la nomination de machin. Du coup, il reste. Enfin, jusqu'à plus ample informé. Et évidemment, le confinement n'est pas qu'une bonne affaire pour eux, parce qu'on rappelle que pendant ce temps-là, évidemment, les cinémas, c'est mort, tout ce qui est présentiel est mort, les parcs, je ne te raconte pas à quel point c'est mort. Donc, tout à coup, la part de Disney+, dans les comptes de Disney, le petit Disney+, qui vient d'arriver, est devenu absolument énorme. Et surtout évidemment dans les bénéfices, même s'ils sont encore en phase d'investissement. Donc c'est devenu, tu vois, deux trucs intéressants pour rester dans la course et tout ça. C'est devenu un truc absolument crucial pour la suite. Ça veut dire qu'ils vont peut-être même faire des œuvres, des vrais, qui sortiront d'abord. Et là, tout à coup, mais c'est bien parce que ça drivera encore. T'imagines si, même si je te fais juste aller un petit Frozen 3 là. Et qui sort directement sur Disney+, comme ils le font couramment, hein, ils font plein de suites qui sont direct to vidéo. Là encore, ça te fait 5 millions d'abonnés en plus. Et vu ce qu'ils ont sous la main en termes de bibliothèque, de licences et de contenu, c'est extraordinaire. On est à peu près d'accord sur ce point. Moi, j'attends la sortie en Finlande. En fait, j'ai failli m'abonner en France, mais je me suis dit justement en chronologie des médias, en Finlande, elle est peut-être un petit peu moins contraignante, donc je vais abonne-toi aux Pays-Bas. Non, mais le problème, c'est je veux le truc local, tu vois, je vais pas me mettre en VPN tout le temps non plus. Ah oui. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'en Finlande, je vais peut-être avoir, tu vois, le suédois, le finlandais et l'anglais, mais je veux avoir le français aussi. Et donc, est-ce que je vais devoir, parce que ça marche comme ça, en tout cas sur Netflix, il n'y a pas forcément le français sur Netflix. Enfin, ça dépend des services. Bref, j'ai des vrais problèmes internationaux, moi. Je vais aller vérifier pour toi. Hein. Merci, c'est gentil. Tu me diras s'il y a toutes les langues mais je pense pas, parce que peut-être qu'il y a toutes les langues européennes. Parlons un peu de ton ami Elon Musk, qui a des soucis avec le comté de Alameda. En fait, la question là que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il faut être... je vais dire le mot. Est-ce qu'il faut être un connard pour être un génie ou est-ce qu'il faut juste avoir l'air d'être un connard pour être un génie ou est-ce que c'est juste je sais pas, c'est... Clairement, Elon Musk est quelqu'un d'iconoclaste mais d'assez génial et il a fait avancer des industries à lui tout seul qui sont des tâches titanesques de les faire avancer et en même temps on a vu à plusieurs reprises qu'il est quand même particulièrement caustique et toxique. La dernière histoire en date, c'est que l'État de Californie a des règles de confinement relativement strictes qui nécessitent que les industries non essentielles restent fermées. Ça n'a pas plu à Elon Musk,
qui a dit qu'il allait attaquer en justice le comté de Alabama dans lequel est située son usine Tesla. Il a dit qu'il allait attaquer en justice, il a fait la chose, il a lancé le procès, il a menacé de se relocaliser dans le Nevada ou ailleurs, ou au Texas. Il a, et là, la dernière chose en date, il y a quelques heures, il a dit que son usine allait rouvrir malgré l'interdiction du comté et qu'il allait être dans l'usine lui aussi et que si la police veut venir arrêter des gens, il faudra qu'il l'arrête lui, et seulement lui, ou en tout cas c'est ce qu'il demande, pour pas faire souffrir ses employés. Alors il y a un petit peu de bémol à mettre, parce que d'après Musk, la Californie aurait approuvé la réouverture des usines, dont la sienne, mais la personne responsable dans le comté spécifiquement d'Alabama a dit que Tesla n'avait pas le droit de rouvrir, et du coup il se sent ciblé, et les autres sociétés de fabrication, enfin les autres sociétés de l'industrie automobile, les autres usines ont le droit de rouvrir, mais pas la sienne. Bon, il n'y a aucun doute que sur Twitter, c'est fait de manière un petit peu agressive. Je suis pas sûr de savoir quoi en penser. Cédric, que dois-je en penser ? Je sais pas. Moi, j'ai été surpris parce qu'il y a aussi un vieux fond chez Elon Musk de comment on dit, tu sais, les libertarians. C'est pas chez nous on appelle ça, oui, enfin mais disons que c'est chez nous on les a mis aux anarchistes, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a voilà. C'est un courant politique particulièrement présent aux États-Unis qui veulent réduire l'intervention de l'État au strict minimum, c'est-à-dire quasiment rien. Et si possible à rien. Alors je pense pas que ce soit sa ligne politique. Par contre, il a quand même été très 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 embêté par le confinement. Donc je pense qu'ils ont réorganisé les usines, etc. Et de fait, là où il pensait, parce que le gouverneur de Californie avait dit oui, bien sûr, toutes ces usines sont importantes pour l'économie de l'État et du pays. Donc il faut qu'elles rouvrent dès qu'elles sont prêtes. Et toutes les autres ont rouvert. Et là, il y a un mec du comté, parce que le comté, c'est même pas le département, c'est le canton. Qui dit bah non. Et là, évidemment, il a pété une durite en disant allez vous faire foutre, je rouvre, et si vous envoyez la police, je serai là, vous aurez qu'à m'arrêter. Voilà. Donc, expliquer comme ça, c'est quand même beaucoup plus cohérent, parce que quand on suit Elon Musk sur Twitter, c'est pas aussi, comment dire. Oui, t'as pas le backstory et t'as pas le contexte de sa colère. Mais on a senti la colère là quand même. Ah bah c'est plus que la colère. Il a un humour un peu froid, etc. Même souvent assez rigolo. Et parfois, j'avoue, je comprends pas toujours les références. Mais là, on le sentait fâché tout rouge, quoi. Parce qu'évidemment, en plus, lui, il a des trucs à tenir. Alors tout le monde dit ouais, mais c'est parce que tu vois, par exemple, l'argent que Tesla va le payer dépend de sa performance au travers des X trimestres, etc. Donc évidemment, là, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'arrêt des usines n'est pas une bonne nouvelle pour lui en termes d'argent, mais je pense qu'on a compris depuis le début que c'est pas forcément que l'argent qui le fait avancer. C'est-à-dire que si ça lui rapporte 50 milliards plutôt que 20, ça change pas grand-chose, sauf pour les choses dans lesquelles il pourrait investir à côté, parce qu'on n'oublie jamais que Tesla n'est que le moteur qui va permettre de faire démarrer, d'envoyer SpaceX sur Mars, si on comprend la philosophie du projet. Donc voilà. Mais clairement, là, il était fâché tout rouge. Apparemment, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas encore envoyé la police. Et puis on va conclure avec un petit point app de traçage, comme on le fait désormais depuis quelques semaines. Alors on va pas parler de du Stop Covid français, mais allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ce qui est toujours un bon moyen de comprendre la manière dont fonctionnent les choses, d'avoir des exemples d'autres personnes qui ont testé d'autres choses. En Angleterre, je vous disais la semaine dernière qu'ils ont choisi la même technologie que nous en France, avec un truc, une technique, on va dire, qui ne fonctionnait pas avec le système d'Apple et Google. Il semblerait qu'ils soient en train de développer une autre app en parallèle qui fonctionne avec le système d'Apple et Google pour le cas où, ce qui fait un petit peu couillon, mais qui franchement n'est pas forcément la pire des décisions. Comme ça, ils pourront être agiles dans
l'utilisation s'ils en ont besoin. Et puis en Islande, ils ont mis en place une application de traçage qui utilise le GPS. Donc là, c'est carrément un truc très précis et ils se sont pas autant embarrassés que nous avec les questions de vie privée. Alors bon, ensuite, ce débat pourrait être, on pourrait l'avoir, mais il serait différent. Mais ils l'ont implémenté dès le mois d'avril, début avril, et ils ont un taux d'adoption qui est de 38%, qui est le taux d'adoption le plus élevé dans le monde. Donc on a vraiment un cas à tester qui est intéressant. Donc 38%, déjà c'est pas énorme, mais c'est le plus élevé dans le monde. Eh bien, d'après la personne... Avec un bémol quand même, hein. L'Islande, ils sont combien ? Ils sont 300 000 ? Oui, 360 000, quelque chose comme ça. Non, bien sûr, mais il n'empêche. C'est à vrai dire, j'irais jusqu'à dire que c'est un bémol dans le mauvais sens pour nous, parce que s'ils sont une population aussi faible et contrôlée et qu'ils n'arrivent à atteindre que 38%, ça veut dire que ça sera plus difficile si on est plus, je crois. Et c'est des populations plus disparates, plus, tu vois, ils sont civilisés et disciplinés en Finlande. Et malgré ça, ils sont arrivés qu'à... Ouais. Et ils sont arrivés qu'à 38%. Donc, bon. Et alors, le dernier point et le plus important, c'est que d'après la personne qui est responsable, Monsieur Palmason, qui est responsable, c'est Gestur Palmason, je crois. Hein, j'essaye la prononciation islandaise qui est sans doute différente. Si toi, t'arrives pas à le prononcer, moi, j'arriverai pas. Et donc, ce monsieur qui est responsable des services de police qui ont implémenté tous les efforts de traçage, il a dit, son estimation, c'est que, a priori, ça n'a pas vraiment été très utile, cette app de contact, de traçage de contact, dans leur stratégie de surveillance de l'épidémie. Alors, ils ont très peu de gens qui sont contaminés, donc c'est peut-être des conditions un petit peu différentes, on est d'accord. Ils ont très très peu de gens, et pour lui, la chose la plus importante, c'est de surveiller avec le traçage manuel, passer des coups de fil, poser les questions aux gens, et que dans son esprit, l'application n'a pas rendu beaucoup de services. Donc voilà, ensuite on en fait là où elle en rendrait peut-être chez nous, avec évidemment tous les bémols qu'on peut y apporter, mais on avait dit qu'on ferait pas d'ASMR, je t'en fais un peu quand même. Écoute. Là, on t'entend ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça c'est le dernier clou dans le cercueil de Stop Covid. Parce que ce truc ne peut pas sortir. Enfin, il y a tellement. On en parlait la semaine dernière. Oui, on a fait le topo dessus. Voilà, il y a tellement d'obstacles à arriver à passer avant même de se draper dans tu vois, je serai souverain. Oui, bah tu seras souverain, mais tout seul, hein, c'est pas grave. Donc on ne sait pas comment dire. On ne sait pas épargner le ridicule quand même, hein, sur cette question-là. Il y aura un jour un post-mortem à faire de comment on en est arrivé là, mais c'est vrai qu'on arrivait à dire « Je ne comprends pas que Apple et Google ne veuillent pas changer leur système pour mon application à moi que je ne suis même pas sûr de sortir. » Bon, c'est pas... voilà. On n'a pas grandi l'image de la France à cette occasion, surtout qu'on n'a pas réussi à sortir une appli qui fonctionne. Alors, mais c'est pas grave, l'OMS arrive. Alors justement, l'OMS a effectivement annoncé le lancement d'une application Covid-19 qui est essentiellement prévue pour l'information des populations qui n'ont pas forcément accès à l'information, dont les gouvernements ne peuvent pas mettre en place des systèmes suffisamment solides pour ce genre de choses. Donc pour informer les gens en fonction de leur localisation, de leurs symptômes, etc. Bref, un endroit spécifique pour s'informer sur le Covid-19, très bien. Et ils sont en train de considérer la possibilité d'implémenter également une fonction de traçage. Ils n'ont pas encore pris la décision, mais peut-être qu'ils le feront. L'app serait évidemment en open source avec le code sur GitHub, etc., etc. Donc toutes les bonnes pratiques. Et si c'est le cas, peut-être que ça résoudrait le problème des décisions, on va dire, des décisions locales. Alors
est-ce que ça voudrait dire que tout le monde se mettrait à installer l'application de l'OMS plutôt que Covid-19 C'est de toute façon pas gagné. Je pense pas qu'on arrivera de toute façon à une sorte de quorum sur c'est bon, 70% de la population l'a installé, parce que de toute façon à un moment on va buter, mais on a déjà discuté sur ne serait-ce que le parc installé de smartphones éligibles à ce genre de choses, enfin, bien sûr. Puis après la volonté des gens, et puis il suffit d'un bout de méfiance pour que ça se fasse pas, mais je vous rappelle que pendant ce temps-là on a quand même implémenté un système de traçage, alors là pour le coup artisanal, manuel, un truc de sabotier de la Creuse, mais qui a toutes les chances de fonctionner, mais qui du coup forcément met vos données dans les mains de plein de gens. Alors que tout ce qu'on avait fait jusque-là était quand même bien plus, c'est même pas respectueux, c'est-à-dire qu'il y avait des garanties en termes de non-circulation de vos données personnelles qui étaient intéressantes en tout cas à explorer. Je précise sur cette question du traçage à la main. J'ai été surpris de voir de nombreuses, on va dire, remarques et débats sur les données qui seraient mises entre les mains de plein de gens, comme tu l'évoques. D'une part, c'est quand même le système qui est recommandé par tous ceux qui savent ce qu'ils font. Oui, les sûr. Pays d'Asie, l'expérience islandaise, là, nous le montre également. Et ensuite, c'est effectivement des données médicales, mais enfin, qui sont utilisées à des fins médicales. Ensuite, peut-être qu'elles seront détournées, Dieu sait, mais c'est comme dire, enfin, je sais pas, il faut pas mettre de feu rouge sur la route parce que ça oblige les gens à s'arrêter, tu vois. C'est un peu, bah oui, évidemment, on a besoin de savoir qui est malade pour savoir qui est malade. C'est ce genre de choses. Le système, c'est quand même juste dire, on a quelqu'un, on pense qu'il est malade, on teste, il est malade, on lui demande où il vit, avec qui et qui il a croisé, et on va voir pour savoir qui d'autre peut être malade. Pour voir à leur tour si elles sont malades et leur demander de se confiner. C'est vrai que c'est pas le bout du monde. Alors on dit oui, mais le secret médical, machin. Non, mais c'est surtout. C'est surtout, c'est pas le bout du monde, c'est surtout que, à moins de. Enfin, si on veut savoir qui est malade, il faut savoir qui est malade. Tu vois, voilà, il y a un moment, tu peux pas. Tu vas arriver à circonscrire le problème. Je propose qu'on nomme un conseil de surveillance pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse ou pas. Mais voilà. Alors après, on dit oui, le secret médical. Oui, mais enfin, le secret médical, je suis désolé, mais la secrétaire de ton bureau de l'assurance maladie, elle a aussi accès à tes feuilles de maladie, et à travers les numéros de cotation d'actes que t'as fait en passant à l'hôpital, elle peut avoir une idée assez précise, surtout en voyant les ordonnances, de ce pourquoi tu y étais. Donc voilà, et c'est pas un personnel médical, mais ils sont quand même soumis au secret professionnel là pour le coup. Donc ces garde-fous-là, ils existent déjà. Si la solution c'est de ne rien faire, alors ne faisons rien. Mais alors après, il faudra pas se plaindre du fait qu'on n'a rien fait. Je pense qu'on a énoncé deux vérités absolument inaliénables en cette fin d'émission. Ils sont de l'ordre de la lapalissade, donc vraiment on n'a pas beaucoup de mérite, mais je crois voilà, que au moins c'est dit. Si on ne fait rien, il ne faudra pas se plaindre qu'on n'a rien fait. Et pour savoir qui est malade, il faut savoir qui est malade. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech, plein de vérités absolument indispensables. Quand même, avant de se quitter, je demande à Cédric de nous dire où on peut le retrouver, et notamment en podcast ces temps-ci. Oui, bah oui, bien sûr, parce que je fais le podcast quotidien de LCI qui s'appelle On déconfine l'info sur toutes les bonnes plateformes comme toi, Apple, Spotify, toutes vos plateformes de podcast, Overcast et les autres. Alors ça durera le temps que ça durera, parce que je vous cache pas qu'un podcast quotidien, c'est un boulot de chien. Je sais pas qui est l'abruti qui a eu cette idée, mais je crois que c'est moi, donc je garderai un silence, voilà, un peu honteux. Mais en tout cas, c'est intéressant à faire, et on est à un moment d'actualité où voilà, on voulait trouver un autre rythme d'explication de l'info. Donc jusque-là, ça marche vraiment bien. Et puis évidemment, sur Twitter, @Cédric. Magnifique, merci Cédric. Pour ma part, c'est Note-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas Instagram, ça peut vous donner des belles images de ma forêt finlandaise, si vous en avez besoin. Et puis bien sûr, frenchspin.fr pour venir commenter ce qu'on a dit. Vous êtes toujours nombreux à venir dire ce que vous pensez, dire ce que vous avez apprécié ou pas apprécié dans nos commentaires et nos analyses. Donc toujours de manière respectueuse, c'est toujours sympathique. Si vous êtes patriote, n'hésitez pas, et que vous avez accès au Slack, n'hésitez pas à venir sur le Slack aussi pour en discuter. Il y a un petit groupe fort sympathique, lui aussi, qui en discute régulièrement et qui se tient au courant et qui échange des avis. Et si vous voulez devenir patriote, eh bien, comme je le disais, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis un petit moment, pourquoi pas ?
pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Donc, si vous aussi vous dites, bah pourquoi pas, hein, c'est bon marché, ça fait énormément plaisir, ça fonctionne super bien, c'est hyper simple, ça prend 2 minutes. Patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Pourquoi pas?